Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Cinquième et avant-dernier volet de notre document L'histoire d'une indépendance. Notre invité ce soir est M. Abdallah Mohamed Kamil, âgé aujourd'hui de 70 ans. Il fut président du Conseil de gouvernement des transitions entre juillet 1976 et juin 1977 et éphémère Premier ministre entre janvier et septembre 1978. M. Abdallah Mohamed Kamil s'exprime également pour la première fois à la télévision nationale sur cette période coloniale et la première année de l'indépendance. Voici l'intégralité de son entretien. Quelle a été votre position, vous, par rapport aux événements de 1966? Quelle a été votre position, vous, Abdallah Kamil, à l'époque? D'abord, disons que ça s'appelait encore Code français de Somalie. Et ma position, c'était une position active. J'ai participé activement à la préparation, aux manifestations et ensuite après les manifestations. C'est-à-dire, d'abord, nous avons préparé, j'étais très sympathisant du parti qu'on appelait l'Union démocratique Afar, qui était présidé par M. Urbiso Gaddito, avec comme fer de lance M. Cheko et son groupe, Abdallah Dabale, Ahmed Youssouf, Mohamed Ismail, etc. Et là, nous avons dit qu'il va falloir démontrer que nous ne sommes pas contents. Et nous avons pris une décision disant, bon, maintenant, ça sera pour l'indépendance. Nous allons demander l'indépendance. Et une fois entre nous arrêtés, nous avons fait appel à nos frères concitoyens somaliens pour leur dire voilà notre position. Et nous avons fait appel à M. Moussa Ahmed Idriss, qui était député élu par les moyens de la PMP, Parti du mouvement populaire. Et donc Moussa Ahmed est venu avec un certain qui s'appelait Mohamed Abdi Di Chodenana et avec une troisième personne. Il est venu, nous l'avons reçu dans la maison de M. Cheko, à l'autre bout de l'avenue 13. Et nous lui avons expliqué que voilà, nous sommes là. Et naturellement, eux de leur côté, s'étaient déjà préparés. Et ils nous ont dit, ben, c'est très bien, on vous attendait, ça va aller à leur go. Simplement, nous leur avons expliqué, et en tout cas moi, que, en fait, ce que nous cherchions, bien que nous disions nous voulons l'indépendance, ce n'était pas une indépendance immédiate, mais c'est d'éviter de chercher à avoir une ouverture sur l'avenir. Ça pourrait être dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 3 ans, mais la situation qui était là était inacceptable. Est-ce que vous nous dites, M. Abdallah Kamil, qu'en 1966, vous étiez convaincu de l'indépendance inéluctable du territoire ou pas? Bien avant, depuis toujours. Simplement, il fallait la préparer. Pourquoi? Eh bien, en 1958, il y a eu la demande du général de Gaulle à toutes les colonies françaises, voulez-vous rester avec nous dans ce qu'il a appelé ce que sera l'Union française ou vous voulez partir? Et à Djibouti, ceux qui ont dit nous voulons rester avec la France ont été les plus nombreux. En 1962, j'étais étudiant à Paris. Il y a eu une délégation composée de M. Absi Bouh, président du PMP, et de M. Urbiso Gaddito, président de l'UDA. Ils sont venus demander à la France une simple ouverture. Je crois qu'ils disaient un statut évolutif et évolué. Évolué et évolutif. Niet. Monsieur le sénateur Mohamed Kamil, le député Hassan Gouled, à peu près à la même époque, ont essayé aussi d'obtenir une certaine ouverture. Refus.
Et en plus, il y a un bruit qui courait, qui disait qu'à partir de 1968, vous risquez devenir un département de français et non plus un territoire, bon, ni une colonie. Alors là, ça, naturellement, tout ceci on fait. Et la situation locale, sur le plan local, il y avait le gouvernement de M. Ali Aref, et il y avait une très forte opposition de la population. S'y est ajoutée une motion de censure présentée par les députés, on disait les conseillers, motion de censure, qui a été rejetée par le gouverneur. Situation déjà, je dirais, de pré-révolte. Et alors, quand on a appris que le général de Gaulle allait arriver, c'était quand même pas une occasion ratée, vu cette situation. Racontez-nous cette répression, justement à l'occasion de la venue du général de Gaulle, cette répression sanglante contre les populations du territoire. Comment vous avez vécu et qu'est-ce que vous avez vu personnellement, vous? Après les manifestations, le général de Gaulle est parti. D'abord, le premier jour de la manifestation, il y a des gens qui sont allés devant l'Assemblée nationale qui s'appelait Conseil national des députés. Oui. Et le général de Gaulle voulait parler là-bas. Et quand on a vu la population, eh bien, les Français ont déjà commencé à jeter des grenades et autre chose. Il y a eu des blessés et les gens ont été vraiment bousculés, chassés par la force. Il y a eu beaucoup de difficultés. Cheko a failli se faire assassiner le même jour, le même après-midi, mais c'est surtout après qu'il y a eu. C'est surtout après, bon, pendant cette période, il y a eu des assassinats. Nous avons été mis en prison. Il y a eu 12 jeunes gens qui ont été mis en prison. Et donc, c'était déjà des difficultés. Mais c'est surtout après le 19 mars 67, après que le référendum, les deux partis, les deux côtés se sont séparés, les Afars pour le oui, Somalie pour le non, et le oui l'a emporté, quoi qu'on dise de quelque façon que ce soit, c'est pour le gouvernement français et pour le côté Afar, c'est lui qui l'a emporté. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment-là qu'il y a eu vraiment des difficultés. Des gens ont été assassinés. On a en masse expulsé beaucoup de la population. On a mis le barrage, le fameux barrage là, qui empêchait que les gens qui sont du côté de l'Adda ou même de plus près de Arta ne pouvaient pas entrer sans montrer patte blanche. Et il y a eu donc beaucoup de difficultés du côté pour les Somaliens, pas pour les Afars. Il faut dire les vérités. Alors, est-ce que le référendum, le deuxième référendum de 1967, est-ce que ça a été l'occasion de voir une cassure définitive entre les deux grandes communautés du pays, Afar et Issa? Heureusement non. Et puis de toutes les façons, je vais répéter que le mot indépendance a été intériorisé pour toujours. D'abord pour une partie de la population, mais finalement petit à petit par tout le monde. Et puis, entre-temps, pendant quand même 9 ans, il y a eu, c'était le gouvernement de M. Ali Aref, les Afars sont entendus sur son nom et il est revenu au pouvoir. En 68, moi-même j'ai présenté une liste, mais ça je crois qu'il faut que je passe rapidement là-dessus, une liste contre la liste de M. Ali Aref. Nous avons perdu les élections, mais en fait nous l'avons gagné parce que le Conseil d'État a cassé ces élections. Alors à part ça, les choses lentement, jusqu'au jour où il y a eu 20, je dis, l'ALPAI. L'ALPAI, discours clair, indépendance immédiate et totale. Mais ils n'ont pas été les seuls. M. Ali Aref, immédiatement, en septembre 1976, il dit, moi aussi, je suis pour l'indépendance. Il s'est créé un parti qui s'appelait UNI, Union nationale pour l'indépendance.
Et il fallait donc qui allait être le premier à passer sans changement de virage le barrage. Pardon? Sans changement de virage pour Ali Aref alors. Sans changement de virage. En oui. Enfin, oui, il faut l'appeler ça comme ça, puisqu'il n'avait pas prononcé ça avant. Mais alors, les deux partis c'était quand même la LPAI qui avait plus de popularité, qui était plus organisée, qui avait plus d'expérience, et c'est donc la LPAI qui l'a emporté. Mais comment? C'est que on arrive à nouvelle très forte pression de la population sur Ali Aref, et peut-être surtout population encore plus forte du côté du gouvernement français. Et finalement, Ali Aref a démissionné. Donc voilà ce qui s'est passé, sans entrer dans le détail, ce qui s'est passé entre 67 et 66, juillet 76, au moment de la démission du gouvernement de M. Ali Aref. Je veux votre réaction sur la présidence de Ali Aref. Ali Aref a été à un moment, à partir de 67, a été l'homme fort du territoire. C'est comme ça qu'on va l'appeler, TFI à ce moment-là, de 67 jusqu'en 76, pratiquement plus de 10 ans. Comment vous avez trouvé, comment vous réagissez, comment vous analysez sa présidence? Est-ce que c'était une présidence forte au dépens d'une autre communauté et pour une communauté? Il est, vous savez... Avec le recul, 30 ans après, comment vous jugez? Moi, j'ai dit beaucoup de choses que je ne vais pas répéter tout de suite, dès que j'ai remplacé Ali Aref aux responsables français, des choses qui pourraient éclairer davantage ceci. Mais pour répondre actuellement, je parle des responsables, M. Dornano, ici, qui m'interrogeait. Ensuite, quand j'étais nommé président du Conseil de gouvernement, M. Stirn et M. Giscard d'Estaing. Tous ces gens-là, j'ai bien expliqué de quoi il s'agissait et comment il fallait calmer la situation. Mais pour répondre maintenant à vous, en fin 67, au début 68, je crois que 67, il y a eu un nouveau statut, mais qui n'a rien à voir avec, il n'a aucune ouverture sur l'indépendance, mais tout de même beaucoup plus évolué. Et donc M. Ali Aref n'était plus vice-président du gouvernement, mais chef de gouvernement, président du conseil de gouvernement. C'est donc il avait beaucoup de pouvoir sur le plan local. Le pouvoir régalien ou le pouvoir ce n'était pas à lui, n'était pas chez lui, la sécurité, mais sur le plan intérieur, il avait beaucoup de pouvoir et il était avec quand même un appui très solide à Paris. En ce qui me concerne, je disais tout à l'heure qu'en 68, j'ai refusé, j'ai présenté une liste de 12 membres, de 20 membres je crois, de la liste commune entre Obok et Tadjoura. Bon, nous avons perdu, selon les résultats du soir de l'élection, c'est en novembre 68, mais je n'ai pas baissé les bras. Le juge administratif à Djibouti m'a refusé, mais le juge à Paris, le Conseil d'État, a cassé, début 72, ces élections. Et entre-temps, moi, fautif, M. Ali Aref a estimé que je n'avais pas ma place à côté de lui. On m'a expulsé de la maison de l'administration et on m'a mis en hors du travail. Ça a duré 1 an et demi, je crois. Et puis les notables affaires de tous les côtés ont dit, j'ai rien demandé, mais enfin il se trouve que ils ont voulu arranger entre nous. D'accord. Et ça s'est passé de cette façon. Et à partir de là, j'étais un fonctionnaire à nouveau avec Ali Aref, d'abord secrétaire général adjoint et ensuite secrétaire général du gouvernement. Et ça jusqu'au 31 juillet où on allait m'élire
le président du conseil de gouvernement. Quand est-ce que vous étiez partisan définitif de l'accession du pays à l'indépendance? En quelle année vous avez eu cette conviction et pour quelle raison? En 58, non, je n'ai pas bougé du tout. Mais depuis le temps où j'étais en France, où je voyais comment les choses se passaient, que les Français ne voulaient plus d'une ouverture institutionnelle, eh bien, j'étais acquis à l'indépendance, mais simplement, c'est pas pressé, parce que je voyais que aucun des deux côtés, il n'y avait pas des gens qui cherchaient vraiment l'union, et sans l'union, je ne voyais pas comment l'indépendance allait venir. Donc en 67 non plus, vous n'étiez pas partisan de l'indépendance? Immédiate. Immédiate. Voilà. D'accord. Mais pour l'indépendance. D'accord. Et surtout pour le refus de départementalisation. Parce que ça, pour moi, c'était plutôt de l'esclavage. Est-ce qu'en 67, vous étiez inquiet de l'influence de la Somalie sur le territoire? De l'influence de la Somalie, mais de l'influence surtout de l'Éthiopie à l'époque. Parce que la Somalie, en 67, c'était pas tout à fait la Somalie de 77. Mais il y avait Haïlé Sélassé qui avait tout en main. Et le général de Gaulle est allé voir Haïlé Sélassé juste après les manifestations, les coups de sortie qu'il a reçus de nous. Et M. Haïlé Sélassé n'allait jamais laisser Djibouti partir. Si les Français partent, c'est lui qui allait arriver. Et c'est ça qu'on n'a pas compris en 67. À cette époque-là, selon plusieurs écrits, notamment de Fligo Berlé et d'autres, disent que Ali Aref a entrepris une campagne de répression contre les Somalis. Qu'est-ce que vous répondez? Ça s'est passé immédiatement au début, juste après. Ce que j'ai dit tout à l'heure, des gens qui ont été expulsés en masse, des gens qui ont été chassés du travail, des gens qui ont été assassinés, le barrage qui empêchait même les habitants de la région proche d'entrer sans montrer des pièces d'identité, les pièces d'identité qu'on refusait justement à ces gens-là. Alors Ali Aref avait dans son gouvernement, excusez-moi les termes, ceci, mais des Issa. Et avec ces gens-là, ce qu'il lui demandait, ce que je sais, j'ai assisté, ce qu'il lui demandait, c'est d'ouvrir aux gens, qu'on ne malmène pas les gens au barrage, qu'on ouvre et qu'on donne les pièces d'identité à tout le monde. Essentiellement, c'était celle-là, et de nommer un de leurs vice-présidents du conseil de gouvernement. Pour moi, si Ali Aref a insisté là-dessus, qu'il s'est refusé, c'est sur ces deux points-là qu'il aurait dû, à mon avis, qu'il aurait dû accepter leur doléance. Pour le reste, sur le plan économique, c'est ou sur le plan administratif, à part les chasses après l'élection, les gens qu'il a mis à la porte comme moi, comme Ismaël Ali Youssouf et comme d'autres, comme Jama Jilal, comme Abdul Kadir Ouaberi et beaucoup d'autres. Autrement, sur le plan économique, je ne sais pas qu'est-ce que le côté Obok et Tadjoura ou Dikil ou Yoboki ont gagné plus que Ali Sabié ou Dikil ou Artan. Alors, monsieur le Premier ministre, c'est donc le 31 juillet 1976 que vous occupez le devant de la scène politique avec votre élection à la présidence du Conseil de gouvernement contre une liste présidée par Ali Aré, pardon. Votre candidature est rejetée dans un premier temps par la Chambre des députés avant d'être validée finalement par les conseils administratifs. Le journal Le Réveil à l'époque titre d'ailleurs, Le Réveil de Djibouti titrait d'ailleurs une élection mouvementée. Racontez-nous le déroulement de cette consultation et les forces en présence. Les forces en présence, j'ai dit tout à l'heure que c'était pratiquement, la LPI était restée seule, force en présence, avec ce que les parlementaires qui avaient quitté la liste de LR, n'oubliez pas qu'en 1973, les 60 députés, on les appelait députés à ce moment-là, les 60 députés étaient de la liste de M. Ali Aref. Mais à partir de 74, 75, 76, petit à petit, la majorité
l'a quitté, au moins 24. Et c'est comme ça, c'est ainsi que l'IRF a fini par démissionner, comme je vous ai dit. Et le jour, le 31 juillet 1976, la LPAI, M. Goulet, fait appel à moi. Je ne suis pas venu comme ça. C'est M. Goulet qui fait appel à moi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il savait, il savait certainement que je n'allais pas trahir ma parole si je la donnais. Et c'est ainsi que, et puis, en tout cas, à partir du jour où j'ai été élu, la ville s'est calmée. Il ne faut pas oublier qu'en 75, en 76, il y a eu des heurts ou il y a eu des morts d'hommes. Mais à partir du 1er août, eh bien, tout est rentré dans le calme. C'est grâce à la LPAI, je suis pour rien, naturellement. D'accord. Alors, c'est en tant que président du Conseil de gouvernement que vous vous rendez à Paris pour participer à la conférence de Paris, aux côtés de tous les leaders politiques du territoire. Quelles sont les grandes lignes de l'accord de la conférence de Paris? Moi, j'aimerais bien parler un peu avant la conférence de Paris, c'est ce que le gouvernement a fait. D'accord. On nous a dit, on nous a d'abord donné un certain nombre de points à exécuter. Qui? La LPAI, la majorité, la minorité qui était devenue majorité parlementaire, et le gouvernement. De quoi il s'agissait? Indépendance avant la fin du premier semestre. 1. Une loi sur la nationalité adoptée par le Parlement français. 2. Africanisation dans la mesure du possible. 3. Unité nationale. Ces points-là que le gouvernement, les points sur lesquels essentiellement, naturellement, et préparer l'indépendance, ça c'est le titre. La date de l'indépendance a été fixée par moi. Il y avait tous les autres aussi, la LPAI, le FLCS, l'UNI, etc. étaient aussi à New York. C'est en fin octobre, début novembre. Et j'ai demandé et obtenu du gouvernement français, par l'intermédiaire de son représentant à New York, M. Gary Guillonneau, il s'appelait. J'ai obtenu que l'indépendance soit faite pour le 27 juin. Pour le 27 juin. Il y avait une raison que je dois rappeler, c'est que le 3 juillet, les chefs d'État africains allaient se réunir chez M. Omar Bongo. Donc, délai assez court pour que nous puissions obtenir l'adhésion à l'admission à l'OUA. C'était très très important sur le plan diplomatique, puisque on parlait toujours, il y avait toujours la Somalie, l'Éthiopie, cela. Voilà. Alors, donc, et puis, dans mon intervention à l'ONU, du 3 novembre, vous l'avez ça dans le réveil du 20 novembre, je répétais à plusieurs reprises, mon pays sera indépendant avant le 1er juillet. Je n'ai pas dit exactement le 27 juin, parce qu'il fallait quand même laisser ceci. Pour peut-être à Djibouti, on aurait dit le 24 juin ou le 23 juin, mais avant le 1er juillet. Entre le 27 juin et le 1er juillet, vous voyez la date, le temps n'est pas long. C'est donc, pour le premier point, réglé en novembre. Et vous l'avez, je répète, dans le réveil de Djibouti du 20 novembre. Deuxième point, la loi sur la nationalité. Vous savez, c'était pour donner aux gens des cartes d'identité françaises, hein, entre guillemets, pour voter contre la présence française. C'était un peu ça. Alors, la loi est votée, les cartes d'identité ont été distribuées, tellement que le nombre d'électeurs a doublé depuis 1973. Donc, point aussi réglé. Africanisation, tout ça avec l'aide du gouvernement de mes amis, qui étaient 9 ministres,
avec l'aide de la LPAI, notamment du président Gouled, qui m'a laissé complètement seul. Non pas seul, mais en confiance totale. Il venait de temps en temps me dire Ouria, fais attention, ne sors pas le soir, ceci et cela, mais autrement en confiance totale. Alors, fort de cette confiance, fort du fait que la population était absolument, la ville était dans le calme, et la ville et les autres pays étaient dans le calme. Et puis, le 6 juin 1977, l'armée a défilé. Il a fallu donc la préparer. Il ne faut pas oublier que tout ceci s'est fait avec la bonne volonté, et plus que la bonne volonté, l'aide financière, logistique, organisationnelle de la France. Nous avons donc réussi au moins à africaniser ce qui était quand même très très important de la souveraineté. Sans l'armée, sans une police djiboutienne, ça aurait été difficile de parler de souveraineté. Voilà ce qui s'est... Il y avait l'autre point, c'était le point... C'est pas fini. C'était le point de l'unité nationale. L'unité nationale, moi, je n'ai pas été pour beaucoup de choses. C'est donc la LPAI qui a calmé les choses. Et des deux côtés, les gens ont compris qu'il n'y avait plus de difficultés, il n'y avait plus de menaces, il n'y avait absolument rien. Voilà comment ça s'est passé. Et moi, j'ai ajouté ma petite passion. C'est quoi? J'ai organisé le 1er janvier 1977 une réunion à Dikil. Dikil, qui s'est appelé à partir de ce jour-là la ville de l'unité. Et donc il y avait tout le monde, les photos que vous avez, vous voyez le président Gouled, vous voyez le sultan de Tadjoura, vous voyez le sultan de Gobaad, M. Boko, vous avez toute la LPAI, tous les membres du gouvernement, de toutes les communautés arabes, somalies et afar, tout le monde était là. Donc c'était un peu ma petite touche. Et puis il y a eu aussi, nous avons fait la même chose à Tadjoura, ça a été un peu moins réussi, il y a eu quelques perturbateurs, mais finalement, les gens, nous avons été à Tadjoura, nous sommes rentrés sains et saufs, et tout s'est bien, d'ailleurs il n'y a pratiquement rien eu de vraiment à raconter. Sauf que, sinon que ça s'est bien déroulé. Voilà les points. Il y avait préparé aussi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, la coopération avec la France et donc garder l'armée française et la présence française ici après l'indépendance. C'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça que dans toutes mes interventions pendant cette période, j'ai toujours dit, je répétais que nous garderons la France avec nous. Sans préciser coopération militaire ou autre, mais c'était bien compris. Et ceci, ça s'est concrétisé quand? C'est concrétisé d'abord à la conférence de Paris, que toutes les délégations ont signé, comme quoi elles acceptaient la coopération économique et militaire de la France. Le franc djiboutien était un franc solide. Il était lié au dollar. Mais c'est le Trésor français qui garantissait. Ce n'est pas nos exportations qui garantissaient tout ça. Alors, moi, plusieurs fois dans mes interventions, je disais aux Français, vous continuerez à garantir notre franc, sinon ça ne marcherait pas. Les Français nous ont fait un peu des difficultés au début, mais finalement, et surtout grâce à l'intervention bien documentée et passionnée de M. Saïd Ali Koubèche, nous avons obtenu finalement que de la France qu'elle continuera à garantir la solidité du franc djibouti. Deux points. Nous avons quand même parlé aussi pendant cette réunion, toujours j'ai sauté, et il n'y avait pas que nous défendre, la défense, l'aide militaire, il fallait aussi vivre. Il y avait la TIC. Les Français ne voulaient pas faire payer la TIC
leurs militaires comme leurs coopérants, c'est-à-dire ils allaient ouvrir un magasin, des magasins généraux pour que les Français achètent ces marchandises-là chez eux. Non. J'ai refusé et la TIC, c'est-à-dire ils payaient la taxe intérieure de consommation comme tout le monde. On a obtenu aussi qu'ils continuent à payer l'impôt de solidarité, c'est-à-dire les militaires français, les appelés français continuent à payer ceci avant le 8 mai. D'abord, vous savez, on appelle République de Djibouti. C'est moi qui l'ai suggéré dans mon intervention du 4 décembre à la Chambre des députés, session budgétaire, le journal, vous trouverez ça dans le Réveil de Djibouti. L'appelons là la République de Djibouti. Alors, venons-en maintenant, après 77, dans les premiers gouvernements du président Goulet, monsieur le Premier ministre, vous occupez le poste de ministre des Affaires étrangères, poste clé pour ancrer Djibouti dans la communauté internationale. Quelles sont les grandes lignes de votre action à la tête de la diplomatie djiboutienne? J'ai été, d'abord au début, avant même d'être nommé ministre, immédiatement après le 3 ou le 2 juillet, monsieur le président Goulet m'envoie en mission à l'ONU pour préparer notre admission donc vers le mois de septembre-octobre. J'y vais avec monsieur Abdulkader Waberi Askar et nous avons donc préparé cette entrée sans problème. Nous avons été voir naturellement les plus autorités de l'ONU et notamment M. Vadheim, et nous avons donc mis en place et au point les modalités de cette admission. Mais en même temps, nous avons été voir l'ambassadeur de l'URSS et l'ambassadeur de la Chine et pour leur dire que, attention, nous allons garder une présence française sur place, puisque l'accord de coopération portait déjà sur la coopération, c'était donc quelque chose d'officiel, et pour éviter que, parce qu'à l'époque, c'était quand même la guerre, et c'était la grande guerre, non pas la guerre physique, mais la guerre froide. Et alors, on va leur dire, voilà, nous allons les garder et nous demandons quand même d'être admis. Ils ont tellement bien fait qu'ils ont été les premiers à même entériner avant même nous ont accepté, donc sans problème. Et de retour, donc, je suis nommé ministre des Affaires étrangères, et là, j'allais vadrouiller un peu pour mettre en place nos installations dans les organismes internationaux. Commencé en septembre par la Ligue arabe. Et à la Ligue arabe, il y a nos deux États qui ont cherché un peu à s'opposer. Ils m'ont gardé avec ma délégation pendant 3 jours dans un hôtel, fermé dans un hôtel, à attendre qu'on nous appelle. Finalement, nous avions quand même des alliés solides, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Et nous avons donc été admis. Et j'en ai quand même profité pour demander déjà une aide. Vous savez, ça va de soi. Et une aide, c'était sur quoi? Sur des enseignants. J'ai demandé de l'argent avec lequel nous allons payer des enseignants bilingues arabes, puisque dans l'admission, nous devions commencer par enseigner la langue arabe. C'était une des conditions de l'admission à la Ligue arabe que nous avions acceptée. Alors, donc, c'était plus facile pour moi de dire arabe et français. Ce sont des Tunisiens qui sont venus. Et l'année d'après aussi, j'ai insisté. Et donc, l'ALESCO, c'est-à-dire l'UNESCO arabe, pendant plusieurs années, je ne sais pas si c'est 10 ou 15 ans, nous a laissé ici 65 enseignants
de ceci. C'était quand même pas mal pendant cette période. Il y avait aussi l'admission à l'OMS. Il y a eu en décembre mission à ce qu'on appelle la francophonie. Et puis il y a eu par la suite, après, quand j'étais en même temps Premier ministre, l'acceptation par Djibouti et donc par moi à Paris même de l'installation ici de l'ambassadeur de l'URSS. Il y avait donc des actions comme celle-là, mais j'ai continué après en tant que ministre des Affaires étrangères et en tant que premier ministre. Quoi? Eh bien, toujours, oui, il faut se rappeler qu'avec le président, nous avons été quand même en novembre, fin octobre-novembre, même en novembre, oui, à New York, et pour accepter à l'Assemblée générale, et donc accepter l'Assemblée qui a accepté notre admission. Donc nous étions admis en novembre à la Ligue arabe, à l'ONU et à l'UEA déjà, dès le 3 juillet. Alors, en décembre 1977, soit 6 mois après l'indépendance du pays, survient le clash politique avec la démission du Premier ministre de l'époque, M. Ahmed Dini. Le président Gouled fait appel à vous pour le remplacer et vous permet, même, ce qui est rare, de garder le portefeuille des affaires étrangères. Donc vous êtes incumulable, vous êtes Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Et ministre de la Défense. 3 postes donc. Comment vous avez d'abord vécu ces clashs politiques? On va y revenir sur votre 3 postes, mais d'abord, qu'est-ce qui a été l'origine du clash politique entre Ahmed Dini et Hassan Gouled? Un clash brutal, brusque, ce n'est pas ça. Il y a eu déjà M. Ahmed Dini était Premier ministre, mais c'est M. Gouled qui était chef de gouvernement. Et à partir de là, peut-être déjà, il y a eu pas mal de choses. Il y en a eu d'autres que je vais d'autres petits points comme ça que je vais passer, mais quand il y a eu cette affaire du palmier en zinc et ensuite de la, disons, plutôt brutalité à Arhiba, M. Ahmed Dini s'est senti obligé de démissionner. Moi j'étais à Côte d'Ivoire pour la francophonie. J'étais avec M. Ahmed Ibrahim qui était notre ambassadeur à Paris. Effectivement, M. Gouled m'appelle immédiatement, mais je ne suis pas revenu immédiatement. Je suis passé par l'Éthiopie et je suis revenu. Et ensuite, j'ai été voir M. Ahmed Dini. On fait croire dans un écrit que M. Ali Kouba fait dire à M. Dini que je n'ai pas démissionné quand lui il a démissionné. En vérité, j'étais directement chez lui en venant de l'Éthiopie et dans le balcon chez lui, je lui ai dit que me voilà. Je prends le même, je ne vais pas faire autrement que ce que tu as fait. Et c'est lui qui me dit non. Tu étais absent, il me dit un proverbe afar que je n'arrive toujours pas à formuler exactement, de Sugewainan Sa'al-Kaaba. C'est-à-dire l'absence d'un événement, quand un événement de mauvais clash comme ça s'est passé avec le tour de Palmianzan et Arhiba, tu n'étais pas là. Et donc maintenant, tu vas devenir l'homme de la situation, l'aîné, quoi. Littéralement, le mot arabe. Et j'ai dit, bon, mais devant les députés Afar. Et le lendemain, on m'amène devant les députés Afar. Et Ahmed Dini dit, voilà, Abdallah Kamil va renouer les liens. Nous ne voulons pas une cassure totale, définitive.
Abdallah Kamil va renouer les liens. Et simplement, on m'a chargé de 3 conditions. 3 conditions. Lesquelles? Il fallait libérer disons les députés Afar et Ahmed Dini, naturellement, qui était là. Et quoi? C'est faire sortir de prison les jeunes qui ont été emprisonnés à cause justement après l'affaire du palmier en Zang. Se faire inscrire autant de militaires que l'on a pris pour le FLCS, c'est-à-dire 700. Et puis récupérer, retrouver, amener le titre de Premier ministre, chef de gouvernement. Bon, naturellement, M. Gouled vous n'êtes pas nommé encore Premier ministre? Non, pas encore. C'est à la réunion du dimanche, alors que c'était jeudi que je suis revenu d'Éthiopie, c'est la réunion de vendredi, je veux dire, et on me charge. Alors je vais voir M. Gouled, qui m'attendait d'ailleurs, et puis rencontre très agréable, mais c'était un peu trop. Surtout le problème du chef de gouvernement, Premier ministre, chef de gouvernement. J'ai répété tout à fait honnêtement les conditions qu'on m'a imposées. Et puis, bon, on a mis du temps quand même à se retrouver, contrairement à ce qu'on dit que je courais derrière le pouvoir. On a mis quand même du temps. C'est M. Mohamed Badon qui était mon ministre de l'Intérieur à l'époque j'étais président du conseil de gouvernement et qui était toujours ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de M. Ahmed Dini. Et puis M. Saïd Ali Koubesh, aujourd'hui on ne veut pas le faire témoin, mais Mohamed Badon est vivant. Et puis tous les deux ont finalement rangé les choses en disant, faisant M. Gouled était tout de même un homme beaucoup plus expérimenté que moi, et le fait de dire oui, il savait parfaitement qu'après il aurait fait ce qu'il valait peut-être, mais en tout cas il a dit oui, et j'ai formé donc le gouvernement avec donc Premier ministre, mais moi le Premier ministre je ne comptais pas, je ne pensais pas trop. Donc vous avez préféré sur les 3 points que les députés Afar, j'ai rien abandonné. Pour être clair, Monsieur le Premier ministre, sur les 3 points que les communautés Afar, les députés Afar vous ont chargés, est-ce que M. Gouled a satisfait ces 3 points ou pas? Finalement, il a dit oui. Il a dit oui. Nous n'allons pas plus loin. D'ailleurs, moi non plus, pendant les 8 mois que je suis resté avec lui, je n'ai insisté que sur un seul, de prendre dans l'armée des Afar aussi dans l'armée, comme on l'a fait pour la FLCS. Et ça, on me l'a catégoriquement refusé. Et s'il y a eu, de ma part, petit à petit un recul, de mettre un peu à l'écart, c'était à cause de ce refus. Parce qu'on pourrait très bien me dire, bon, on va prendre 200 au lieu de 700, on va prendre 300. Non, mais refus catégorique. Je n'ai même pas parlé de 2 autres points en attendant. Parce que pour libérer les jeunes, bon, il fallait attendre quelques semaines ou quelques mois, parce que l'ambiance, l'atmosphère dans la ville du côté somali était quand même montée. Et de l'autre côté, en ce qui concerne le chef de gouvernement, moi je savais pertinemment que je pourrais être chef de gouvernement sans avoir le nom. Et probablement on ne me l'aurait pas refusé si j'étais resté plus longtemps. Comment? Si j'avais la même signature que le Ismaël Guedi par exemple, c'est-à-dire par délégation, je pourrais m'occuper du budget local, de tout ce qui est vraiment la vie quotidienne des gens, eh bien, on ne me l'aurait pas refusé. Mais je n'ai pas été jusque-là parce que je n'ai pas été satisfait sur le premier point que j'ai évoqué. Voilà honnêtement ce qui s'est passé. D'accord. Alors, mais on a mis du temps avant de former le gouvernement. Donc, alors, comme pour le ministère des Affaires étrangères, vous gardez le poste de Premier ministre 6 mois, en septembre 1978. Ça fait 8 mois, oui. C'est moi qui ai demandé de garder, de rester le chef de gouvernement. Pour la défense, c'était parce que j'avais fait des propositions des gens comme Cheko, comme ceci, le président Gouled n'en voulait pas, et moi je n'étais pas d'accord non plus de la personne que lui il a cité, et c'est en ce moment-là que
je gardais ça. Mais il faut bien préciser que M. Aden Roblé était secrétaire d'État aux affaires étrangères. Autrement dit, c'est pas moi qui vous fais le budget des affaires étrangères. Et M. Ahmed Hassan Di Doura a été nommé secrétaire d'État à la Défense et c'est lui qui s'est occupé les affaires étrangères, je les ai gardées et c'est moi qui m'en suis occupé. Mais la défense, je n'ai même pas mis le pied à l'état-major. D'accord. Donc je ne m'en suis pas du tout intéressé à la défense directement. Alors ce sera l'avant-dernière question, Monsieur le Premier ministre. En septembre 1978, vous effectuez un voyage officiel en Éthiopie et dès votre retour, le président Goulet décide de vous démettre de vos fonctions de Premier ministre. Racontez-nous cet épisode qui doit être encore aujourd'hui douloureux pour vous. Il y avait déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce qui me concerne, comme je n'obtenais rien, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse sans aucun arrière-pensée, avec le plus de possibilités que j'avais, de moyens intellectuels ou physiques que j'avais. Mais mon fort intérieur, je n'étais pas content parce qu'on ne voulait pas bouger dès le premier point que j'ai présenté. Et donc, j'ai gardé le ministère des Affaires étrangères et il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord là-dessus. Et donc, il fallait bien que je dégage pour qu'on prenne les affaires étrangères pour quelqu'un qui prendrait l'intérieur, etc., de la cuisine interne que je n'ai su que bien après. Alors, il y avait, donc l'ambiance déjà pour moi... C'est délétère, à l'intérieur du gouvernement. Oui. Qu'est-ce qui se passe en Éthiopie alors, Monsieur le Premier ministre? En Éthiopie, nous avons été invités et il se passe que nous sommes dans une strade à la place de la Révolution qu'on appelle, où il y avait la Trinité, Marx, Engels et Lénine, et là aussi. Mais il y avait la guerre avec la Somalie, et l'Éthiopie avait gagné déjà la guerre en 1978, et devant nous, les drapeaux somaliens sont piétinés pendant toute la matinée. Et puis des cris de guerre, je ne sais pas, en Amérique que nous ne comprenons pas. Il y avait avec moi M. Idriss Farah, M. Gohad, M. Barkat Gurrat, M. Ismaël Omar. En plus, bon, il y avait aussi Ismaël Tani, Mohamed Ali Shakir, étions aussi. Et nous étions, ce qui était avec nous, c'était l'ambassadeur Moussa Yassine, avec nous en contact, en même temps que le contact de l'ambassadeur Wassan, francophone pour tout le monde, et Moussa Yassine aussi qui parlait donc l'arabe, et tout le monde comprenait l'arabe à l'époque. Et bon, ensuite le soir, on me dit, on ne m'avait même pas dit avant, on me dit alors qu'on était là, on avait pris nos places pour retourner le lendemain. Tout le monde, on avait retenu nos places dans l'avion du lendemain. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, on vient me chercher, M. Hassan vient me chercher pour dire, écoute, il y a un dîner avec le chef de délégation. Bon, un dîner. Je reviens du dîner, mais avant de repartir, je dis à Wassan, bon, je vais voir le président pour le saluer. C'est-à-dire Mengistu. Et Mengistu me dit, mais comment? Vous allez partir sans qu'on se rencontre, sans venir me saluer? Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne m'a pas dit qu'est-ce que c'est que ça. Mais en vérité, c'était ça. Parce qu'on ne connaissait pas un peu le protocole. Alors je reviens chez les amis et je leur dis, écoutez, on annule le départ, on reste. Parce qu'il faut qu'on aille voir le président. Non, on parle de mon matin, nous, on fait ça, non. Oui, parce que la population était très mécontente ici du fait que, parce qu'on me mettra ça sur mon dos, que j'ai piétiné le drapeau somalien,
Mais moi, j'étais avec eux, strade là-bas, à regarder de haut. Non? Et tout le monde regardait ça. Alors, évidemment, ils avaient écho de la ville, n'étaient pas contentes, et ils voulaient rentrer rapidement. Bon, moi, j'ai attendu que le Mengistu me reçoive. Je n'ai pas téléphoné au président Gouled pour lui dire, écoute, ils m'ont quitté, mais ils me laissaient tout seul. Je suis sûr qu'ils les auraient remis dans l'avion. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Il faut bien reconnaître les choses. Il faut que je vous dise tout, n'est-ce pas? Et non pas tout ce qui est dans mon côté. Hein. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'était le silence. Je n'ai même pas donné un seul coup de fil à M. Gouled. Ça a duré 5 ou 6 jours, je ne me souviens pas. Et quand il me reçoit, c'était un peu. C'était l'après-midi, vers 6 heures, je me souviens jamais, je n'ai pas noté tout ça. Et quand j'entre, il me reçoit pendant 10 minutes. Il y avait M. Hassan qui était l'interprète. Hein, dans 10 minutes, et il me dit, oui, mais j'ai le cocktail, je vais vous recevoir ce cocktail. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais quand même pas lui dire, il faut me recevoir immédiatement. Le cocktail, qu'est-ce qu'il y avait? Attention, les invités. Qui étaient les invités de M. Mengistu? Mais c'est M. Castro. C'est la deuxième personnalité de l'URSS qui était ses principaux invités. Alors, quand j'arrive au cocktail, il est entouré par ces deux messieurs et d'autres chefs d'État qui étaient venus aussi, étaient africains, et des ambassadeurs, y compris celui de la France. Et tous ces moments, notamment l'ambassadeur de France est là. Qu'est-ce qu'il voit? Il me voit saluer M. Castro. Parce que l'autre là, quand ils sont là, ils sont réunis, tout le monde arrive. Oui, le Premier ministre de Djibouti, appelez-moi le Premier ministre de Djibouti, j'entends ça hein, de loin. Alors M. Hassan qui vient en courant, allez, venez, on vous appelle, et j'arrive. J'arrive, je salue tous ces beaux mondes-là. Et le Castro, et le vice-président de l'URSS. Oui, alors je suis devenu immédiatement, probablement, notamment dans les yeux de la mission française, l'homme qui a vendu le pays. Ouais. Bon, aux communistes. Déjà, aux communistes, oui, aux communistes, bien sûr, il a vendu le pays. Maintenant, les Français n'ont plus rien. Bon, voilà comment ça s'est passé. J'ajoute que, je dis simplement que je suis persuadé que l'ambassade de France n'est pas restée tranquille cette nuit. C'est pour ça que j'ajoute. Et au retour de Djibouti, Hassan Gouled, retour de Djibouti, immédiatement, soit très correctement, je suis là au Conseil des ministres, et il me dit, bon, j'ai accepté, non pas les injures, mais de ne pas avoir été un peu respecté, je ne me souviens pas des termes, mais je ne vais pas accepter qu'on bafoue aussi l'intérêt du pays. Et donc, merci M. Abdallah Kamil. Et on est parti dans de bons termes comme ça. On est resté d'ailleurs jusqu'à sa mort. Vous le regrettez encore, M. le Premier ministre? Non. Si je regrette pas du tout. Mais ce que je me dis, que j'aurais dû téléphoner à M. Gouled pour lui dire, ces messieurs-là sont partis, pourquoi ils me laissaient seul. J'aurais pu lui dire ça. Je ne l'ai pas fait. On va y rester là alors. Monsieur le Premier ministre, on va terminer par votre message. Aujourd'hui, à l'occasion de ce 30e anniversaire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Djiboutiens, à la population, aux hommes politiques, à tout le monde? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le message qui restera de vous? Eh bien, nous avons passé des moments très très difficiles, juste avant l'indépendance. Et grâce à la sagesse de la population, sur le coup, ça s'est calmé. Mais personne ne donnait cher de notre avenir, c'est-à-dire de rester en coma Somalie et FAR à cette époque-là. Si on lit les journaux français, par exemple, on sait ce qu'ils racontaient. Hein, personne ne donnait. Nous étions effectivement poussés par des intérêts plutôt tribaux
je dois le dire sans vouloir blesser les gens, sans vouloir me mettre à l'intérieur de leur cœur et de leur conscience, mais c'était ainsi que nous étions, et nous étions chacun proche d'un côté comme de l'autre. Et donc, il y avait quand même, ce qu'on disait n'était pas tout à fait faux. Heureusement pour nous, Djibouti est un village, à l'époque en tout cas, est une petite ville. Nous nous connaissions tous, et les gens qui se connaissent, qui s'apprécient, même s'ils ne s'aiment pas, s'apprécient, et ils finissent par réfléchir avant d'agir, et de tous les côtés, nous avons réfléchi. Il y a eu des problèmes après 91, mais ça c'est dans une période beaucoup plus lointaine. Mais sur le coup, où on s'attendait à ce que ça éclate, et que ça disperse, et que les deux côtés, les autres nous attendaient, eh bien, ça ne s'est pas passé. Nous avons été beaucoup plus intelligents, beaucoup plus raisonnables, nous aimions notre pays beaucoup plus, et nous savions que si on ne restait pas ensemble ici, ni d'un côté ni de l'autre, nous n'allions où aller mieux que Djibouti. Nous devions garder absolument à tout prix l'existence de ce petit coin où nous étions chez nous, à part Somalie arabe. Et donc nous sommes restés. Maintenant, pour l'avenir. Eh bien, maintenant, les générations de cette époque, beaucoup ont disparu et beaucoup sont sur le point de l'être. Il y a une relève de jeunes dont j'apprécie la mentalité. Quand je suis un notaire, je vois donc beaucoup de jeunes, heureusement pour moi, je ne suis pas complètement à l'écart de la société, j'en vois, ils viennent pour le travail chez moi, je vais dans des mabras pour rester avec les gens, Somaliens, Arabes, etc. Et je constate que beaucoup mieux que mentalement, intellectuellement, sont beaucoup plus mûrs. Et puis il arrive, tout de suite, on voit il y a le métissage qui a commencé. Ce sera bientôt un zéla ici, dans 2 générations. On ne saura plus qui est qui. Sur les hommes politiques, depuis quelque temps, nous voyons que le gouvernement, je veux dire le président, il s'active à chercher des axes de développement qui ne sont plus les mêmes axes que jadis, c'est-à-dire augmenter le nombre de ceci au port ou demander toujours une aide à l'extérieur, etc. Mais vraiment, on assiste à un changement quantitatif de l'économie djiboutienne. J'ai nommé le port qui va s'installer, un jour ou l'autre le chemin de fer qui va revenir quand même à fonctionner comme il faut, on l'attend. Alors, non pas laisser le président, ça c'est les élections, il peut ne pas être là et ça c'est un autre problème, je ne plaide pas pour ce genre d'attitude, mais que tout le monde se rende compte qu'il y a des efforts, qu'il y a de la bonne volonté pour faire avancer le pays, et à partir de là, chacun fait sur le plan politique antérieur, je dirais pas politicienne parce qu'on va croire que je donne un mot, un sens péjoratif à ce mot, mais les oppositions pour continuer, qu'ils continuent à s'opposer, qu'ils continuent à chercher naturellement à venir au pouvoir, mais au moins que tout le monde reconnaisse, qu'il voit, parce que moi c'est mes yeux qui voient, je n'invente rien, que tout le monde, quand on voit quelque chose, qu'il y a quelque chose qui marche, eh bien qu'on dise qu'il marche, qu'on soit de l'opposition ou du gouvernement. Et j'espère que les responsables politiques actuellement en place, à commencer par le président, qu'ils continuent sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, et l'effort
il y en a, mais ce n'est pas suffisant, donc on continue. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté cette invitation et cette interview. Merci, excellente soirée, bonne fête. Voilà donc avec monsieur Abdallah Mohamed Kamil, nous terminons le témoignage des principaux responsables politiques djiboutiens. Demain soir, nous donnons la parole à monsieur Olivier Stirn, principal responsable du dossier de Djibouti au gouvernement français entre 1974 et 1978. Excellente soirée, bonsoir, merci et très bonne fête à vous tous.